Au nom de l'Association généalogique de l'Anjou, qui organise pour fêter son 50e anniversaire un salon La généalogie et le végétal en Anjou, qui se situe au Grenier Saint-Jean, juste à côté, j'ai la grande joie de vous présenter Monsieur Jean Maillard, professeur d'économie-gestion, passionné par l'histoire du 19e siècle, mais aussi arrière-petit-fils de Tisserand, près de la baie du Mont-Saint-Michel. Mais Jean Maillard vit dans la région des Mauges depuis de nombreuses années, où de nombreuses familles ont vécu en tissant des fibres végétales dans leurs caves attenantes à leur maison. Jean Maillard est un rédacteur de nombreux articles et ouvrages sur de nombreux sujets, et bien sûr sur l'histoire économique et sociale choultaise. Il saura nous faire découvrir la vie des tisserands dans les Mauges au XIXe siècle. Monsieur Jean Maillard, nous vous écoutons. Merci. Donc, je vais vous proposer une présentation de la vie des tisserands des Mauges au XIXe siècle. Alors, bienvenue dans un monde méconnu, voire très peu évoqué ou très peu raconté. Il y a beaucoup de traces architecturales des tisserands. Vous vous promenez dans les Mauges, vous promenez à Cholet, vous promenez sur les bords de Sèvres, les maisons de tisserands, il y en a partout. On les repère très facilement, mais on ignore absolument leur vie ou leur vie concrète. Alors l'époque que je traite, c'est le 19e siècle, mais pour moi le grand 19e siècle, jusqu'en 1914. La Révolution française, mais beaucoup de choses d'avant la Révolution française vont fonctionner et fonctionneront sur le début du 19e siècle. Quant à la vie des tisserands, la vie c'est bien vaste. Donc moi je suis revenu à mes origines économiques. Donc économiste de formation, je veux surtout m'intéresser à la vie économique de ces tisserands. Mais après tout, cette vie-là, c'est un gagne-pain. Mais c'est un gagne-pain qui est aussi un mode de vie. Donc on va retrouver les aspects économiques dans le mode de vie de ces tisserands. Alors je vous propose donc de parler des tisserands. Et pour préciser ce que sont les tisserands, l'encyclopédie de Diderot d'Alembert dit que ce sont les gens qui travaillent de la navette. Mais les navettes, il y en a partout en France. Donc c'est le nom commun à plusieurs ouvriers travaillant de la navette. Mais vous aviez les sergiers, les passementiers, dans toutes les régions de France avec des noms différents qui existent. Donc moi, les tisserands dont je vais parler, c'est ceux qui se retrouvent dans le trésor de la langue française, c'est-à-dire l'ouvrier ou l'ouvrière qui fabrique les toiles et les étoffes au métier à tisser traditionnel. Ce qu'on appelle, nous, localement dans la région, les tisserands à bras, les tisserands à la cave, les tisserands à domicile. Mais j'évoquerai aussi les tisseurs, qui eux sont, selon la définition toujours du trésor de la langue française, des ouvriers et des ouvrières qui réalisent un ouvrage sur métier à tisser, qui fait du tissage. Et le dictionnaire a synonyme tisserand en disant que tisserand est vieilli. Sous-entendu, les tisserands existaient avant les tisseurs, mais le terme tisserand, on l'applique aux deux. Mais il faut bien distinguer tisserand à la cave et tisserand dans l'usine. À Cholet, les deux vont cohabiter pendant une 50aine d'années. Et je parlerai plus tard des toiliers, qui est aussi une expression qu'on va rencontrer dans la région. Alors pour faire cette présentation, je vous propose un parcours en 3 temps. Un parcours sur l'espace, un parcours sur le temps, et puis évoquer la disparition. Donc je vais essayer de vous raconter la vie des tisserands, pourquoi on l'ignore, et peut-être pourquoi on a voulu l'ignorer et on continue à l'ignorer. Donc si on commence sur l'espace, on va commencer par la maison du tisserand. Alors la maison traditionnelle du tisserand, telle que vous la rencontrez, c'est une maison à 2 niveaux, avec un niveau semi-enterré, la cave, éclairé par des ouvertures généralement orientées au sud, pour des questions de lumière, avec un étage surélevé, avec quelques marches pour y accéder, et puis la pièce où à vivre. Sur la construction, je ne vais pas vous abonder, ce sont souvent des matériaux traditionnels locaux qui vont exister. Ce sont des petites maisons donc qui font à la fois lieu de vie,
et lieu de travail. Et c'est ça qui est très important, c'est ce mélange vie-travail qui va fonctionner dans ces maisons-là. Sur ces maisons, on distingue différents types. Ça, c'est celle qu'on trouve le plus courant. Vous avez des rues entières à Cholet qui reprennent ça et dans les environs. Vous avez deux types de maisons. La maison de tisserand de type cave. La partie travail est au sous-sol. La partie habitation est au-dessus. Vous avez des maisons de tisserand de type boutique qui se rencontrent plutôt à la campagne, avec les pièces, enfin les deux espaces séparés horizontalement et non pas verticalement. Et vous allez retrouver aussi un troisième type de maison, bien souvent, c'est des maisons collectives. Il n'y en a plus beaucoup, hein, mais vous en aviez par exemple à Cholet qui ont disparu. Généralement 2 familles, peut-être 3, et 2 à 4 métiers à la cave. Et avec 2 espaces séparés communs, souvent un premier étage pour une première famille, étage rez-de-chaussée, et l'étage au-dessus pour une autre famille. Il en existe aussi, on en trouve par exemple du côté d'Andrezé. Hein, c'est ce qu'il y a de montré. Il y en a quelques-unes aussi à Angers. D'accord. D'accord. Bon, alors je les intègre aussi. D'accord. Donc, sur ces maisons, en fait, ce qui est caractéristique aussi, c'est qu'elles sont groupées et elles sont toutes dotées de jardins. Alors, je parle surtout du Choletais, hein, enfin de la région des Mauges. Et ce jardin, c'est quelque chose qui, je crois, est vital. C'est-à-dire que le tisserand, moi, je me demande des fois s'il ne produit pas plus avec son jardin pour vivre qu'avec son tissage. Donc, les jardins, et c'est là où je rejoins le végétal, c'est un peu un hasard, donc, sont assez typés. Souvent, ce sont des bandes très longues, avec des espaces très étroits entre les différents propriétaires. C'est surtout un jardin, je pense, d'hiver, mais ça, c'est à vérifier, c'est l'hypothèse que je fais. On cultive des légumes, et ces légumes sont souvent des légumes d'hiver, et on comprendra par la suite pourquoi. Alors, concernant le jardin, il faut bien se rendre compte que le jardinage comme loisir, je crois que c'est Alain Corbin qui l'a dit, il a dit que c'est une invention des années 1960. Avant, le jardin, c'est vital. Toutes les maisons ont un jardin, que ce soit les pauvres, les riches, les châteaux, hein, toutes les demeures ont un jardin. Et c'est quelque chose qui est si vital que ça a justifié pendant très longtemps la survivance des tisserands dans la région. Sur ces jardins, vous avez un témoignage qui est absolument surprenant, c'est celui de Hardouin Dumazet dans les voyages en France. Ça se trouve très facilement, hein, ce sont les premiers guides de voyage de la fin 19e. Les pages qui sont consacrées à Cholet sont remarquables. Vous allez retrouver beaucoup d'éléments que je vais reprendre ici. C'est quelque chose qui est si remarquable que vous avez un théoricien, Kropotkin, théoricien narcisse, qui en a reparlé et a repris ça. Et lui était passionné par cet équilibre de vie entre le travail et le jardinage. Et vous avez aussi donc, le dernier livre qui est proposé ici. C'est une thèse qui a été défendue par une historienne américaine, université, je crois que c'est Chicago. Ça n'a jamais été traduit. Et elle insiste beaucoup sur ce lien jardin, travail et vie de famille. Donc, sachant que sur cet espace-ci, il y a très très peu de renseignements. Là aussi, il faudrait faire appel à des horticulteurs, des spécialistes d'histoire ancienne sur le jardinage et le type de jardinage qu'on avait sur ces maisons. Troisième élément de l'espace qui est important, c'est le quartier. Alors là, ce que vous avez à l'écran, c'est un cadastre napoléonien de 1810, c'est celui de Cholet, mais on pourrait le trouver ailleurs, hein, ce genre de choses. Ce qu'on repère, ici, vous êtes sur cette partie, si j'arrive à le montrer, c'est la place Saint-Pierre, avec l'église Saint-Pierre de Cholet, et ce qui s'appelle le vieux quartier des Calins, qui a disparu. Mais on remarque sur le plan, là où j'ai indiqué par flèche, un alignement de maisons, avec devant les jardins. Et donc, on trouve d'autres alignements ici, on trouve d'autres alignements ici. Et quand vous visitez les Mauges, quand vous allez dans les petits villages, vous voyez toujours ces alignements de maisons identiques avec ces jardins qui sont devant. Alors, l'une des raisons, c'est une raison de construction, c'est-à-dire souvent, je pense, ces maisons, mais on n'a pas trop de certitude, étaient construites par des industriels, entre guillemets, ou des marchands fabricants qui voyaient un rapport financier. Mais il y avait aussi une raison technique, c'est que pour travailler dans les caves, il fallait s'aider. Donc, il fallait avoir des gens qui connaissent le métier à côté, et qui viennent vous aider à certains moments pour le travail. On va le retrouver là aussi par la suite.
Alors ce quartier a disparu parce que considéré comme insalubre depuis longtemps. Et c'est un regret, je crois, pour les Choletais, les vieux Choletais qui sont ici. Alors ces quartiers, vous les retrouvez par exemple ici à Andrezé, il y a une rue des Tisserands. Et vous avez même des petits villages que certains connaissent, hein, sûrement, comme Malièvre, qui sont en fait des anciens villages où là, presque tout le village est formé de maisons de tisserands, plus les maisons de maîtres. Hein. Élément suivant du quartier, que je crois important, mais ça il faudrait aussi le repérer. Souvent, du fait du quartier, il y a un lieu commun où les gens se réunissent. Donc, ça, alors, je n'ai jamais retrouvé la vérification. Je crois que dans certaines régions, ça s'appelle un vessoir, c'est-à-dire le lieu où on cause, où on bavarde et où on prend les repas du midi. Ça, c'est une carte postale donc d'un quartier de Cholet, mais ça existe un peu partout. Souvent, ça devait être couplé avec un café, hein, ou alors une société d'hommes qui n'était pas très loin dans ces régions. Autre caractéristique de l'espace, c'est qu'on a ce qu'on appelle une fabrique dispersée, c'est-à-dire que vous avez des villages de tisserands, ou avec des villages avec des quartiers tisserands, et qui sont répartis sur une zone importante. La fabrique dispersée qui est montrée là, c'est une carte qui est issue d'une enquête de 1751, donc 18e siècle, mais qu'on va retrouver au 19e siècle. Elle a été faite par les Angevins, donc on va retrouver le calcul des métiers, du nombre de métiers par paroisse à l'époque. Donc il y avait des paroisses très importantes, et qui ont un nombre de tisserands. Des communes comme La Tourlandrie ou La Séguinière avaient énormément de tisserands. Bégrolles aussi. Hein, et donc toute cette fabrique dispersée fonctionnait. J'ai placé Cholet pour vous montrer que la carte a été faite en fait sur la région d'Anjou. Hein. Plus exactement, si on revient en 1748 à la même époque, la fabrique de Cholet est reconnue par le roi. Et ce qui est frappant au départ, c'est qu'en fait, on fait un règlement sur l'étoile appelée de Cholet qui se fabrique à Cholet, à Viers et autres lieux des environs, tant de la dépendance de la province de Touraine que de celle de Poitou. Alors, on a oublié l'Anjou parce qu'à l'époque, la généralité de Montreuil-Bellay dépendait de Tours, et c'est cette généralité-là, le terme n'est pas forcément exact, qui s'occupait de la région de Cholet. En fait, Cholet dépendait plus de Tours que d'Angers. Ces lettres patentes montrent bien en fait la dispersion de la production, hein, et la dispersion des maisons et des activités tisserandes. Là, cette carte que vous avez a été reprise d'un historien qui travaillait, lui, sur le Poitou et le Bas-Poitou. Si on repositionne toujours par rapport à Cholet, on s'aperçoit que, on retrouve là où j'ai cerclé la zone, tous les métiers à tisser. Chaque petit trait représente un métier à tisser. Donc en fait, la fabrique de Cholet ou la fabrique nommée de Cholet s'étendait aussi sur la partie actuellement vendéenne et sur la partie des Deux-Sèvres. Hein. Et encore au début du 19e et pendant très 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 longtemps, y compris par Ardouin du Mazet, lorsque est créé en 1822 le premier conseil de prud'homme de Cholet, le conseil, dans l'article 4, il est dit que la juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands fabricants, chefs d'atelier, contremaîtres, commis teinturiers, compagnons ou apprentis travaillant pour les fabriques de Cholet, quel que soit l'endroit de leur résidence, soit dans le département de Maine-et-Loire, soit dans les départements limitrophes. Les départements limitrophes, on va me dire, oui, la Vendée, oui, les Deux-Sèvres. Alors si on pousse un peu plus loin, pas forcément la Mayenne, mais l'idée, c'est que quand même, c'est quelque chose qui est répandu très très loin. Alors, c'est une anomalie par rapport à tous les autres conseils de prud'homme de France, presque. Un conseil de prud'homme, traditionnellement, c'est une commune, un canton. À l'extrême rigueur, un arrondissement. Mais là, quand on commence à dépasser le cadre de l'arrondissement, c'est qu'on est dans une situation très particulière de production, avec beaucoup d'espace couvert par l'activité. Revenant sur l'espace, on va retourner sur le métier à tisser. Tisser, ce n'est pas compliqué, c'est une activité très ancienne. Ça consiste à faire de la toile ou d'autres étoffes en croisant ou en entrelaçant les fils de la chaîne et de la trame. Si vous reprenez la définition,
La dernière partie de la phrase sont les matières premières. La partie centrale, c'est les outils qu'on utilise. Et la première partie de la phrase, c'est le produit fini. C'est la définition qu'on trouve dans le littré ou des choses comme ça. Ça veut dire aussi que cette activité de tissage, c'est une activité qui s'inclut dans une filière. Donc là, je retrouve mes réflexes d'économiste, c'est-à-dire qu'il faut des fils qu'on va utiliser dans le métier à tisser pour obtenir des produits finis. Chose simple, mais il faut revenir à ces choses de présentation. Alors, s'agissant des fils, ce qu'on appelle moi dans le terme les intrants, il y a 4 possibilités. Vous aviez la laine qui vous donnait le drap, donc c'est le mouton, très peu. Si on marche de la fabrique, il y en a du côté des Deux-Sèvres actuels et puis un petit peu du côté de Chemillé. Mais ce n'est pas ça la fibre principale. Vous aviez le chanvre, mais le chanvre, c'est plutôt la Loire et le nord de la Loire. Les 2 grandes fibres qui vont fonctionner, c'est le lin et le coton, avec des alternances. Et c'est en fait ces alternances qui vont aussi faire fonctionner la fabrique de façon assez particulière. Des époques où le lin domine, des époques où le coton domine, et puis des retours du lin et du coton. Toujours sur ces 2 grandes fibres que sont le lin et le coton, la caractéristique, c'est que le lin, c'est une fibre indigène, le coton, c'est une fibre étrangère. Elle vient donc soit du Levant, l'Égypte, la Turquie, à l'origine, puis par la suite, le 19e viendra surtout des États-Unis. Voilà. S'agissant toujours de ces fils, il faut arriver à partir de la fibre à faire des fils. Donc la grande caractéristique de la fabrique de Cholet au départ, ce sont les fileuses à main qui ont fait la réputation à l'origine en filant le lin. Les fileuses ont été remplacées en dessous par ce qu'on appelle des mulgénies ou des jeannettes, petits ateliers qui se sont montés début 19e siècle. Et en 30 ans, quasiment, il n'y a plus eu de fileuses parce que sont apparues par la suite les filatures hydrauliques de coton ou de laine ou des filatures de machines à vapeur. La représentation que vous avez là, c'est la fabrique du Longeron, qui est un monument remarquable pour ceux qui veulent aller la voir. Elle existe encore. C'est un des plus beaux monuments industriels, je trouve, de la région, et qui fonctionne toujours d'ailleurs, mais pas sur la filature. Et puis en fait, les filatures vont disparaître, soit elles sont brûlées, soit elles vont durer, mais très mal, ou être transformées. Et en fait, ce qui va fournir les fils, ça va être l'importation de fils qui vont venir du nord de la France, de la Belgique, puis de la Russie, sur la fin du 19e. Donc là, il va y avoir une transformation des filatures qui va être très importante. Le point important aussi sur les filatures, c'est qu'il faut bien se rendre compte que quand on a réussi à filer beaucoup plus rapidement, eh bien, on a obtenu une masse de fil beaucoup plus importante. À ce moment-là, on a eu besoin de beaucoup plus de tisserands. Et donc, les tisserands ont eu leur apogée quasiment au début du 19e, tisserands à la cave. Puis, ça a décliné et on reviendra là-dessus. S'agissant du métier, donc on a récupéré les fils de façon ou d'autre. Le métier, c'est quelque chose de très simple qui dure depuis très longtemps. Pour fabriquer, vous avez besoin d'une structure avec 3 éléments. Il faut arriver à avoir une nappe de fil qui s'appelle la chaîne. Vous avez besoin pour ça de rouleaux, donc, qui sont sur les machines, ici, et puis sur l'avant. Donc là, il n'a pas été dessiné. Généralement, les métiers, il y en a 3. Il y a 3 gros rouleaux très lourds sur lesquels on pose ces fils de chaîne. On accroche ces fils de chaîne à des lisses, c'est-à-dire des petits crochets, qui permettent de lever un fil sur 2, un fil sur 3, selon le dessin qu'on veut obtenir l'armure. Donc ça, ce sont les 2 éléments de montage que vous allez avoir. Et puis par la suite, vous allez avoir la navette, c'est-à-dire un petit mécanisme en bois avec une petite bobine de fil qu'on fait passer en dessous et on serre. Donc dans le principe, c'est ça. Ça veut dire aussi techniquement que vous avez 2 moments dans le tissage. Vous avez un moment de montage où il faut monter tous les fils sur le métier, puis un moment de tissage. Parce que quand on représente les tisserands, c'est vrai qu'à chaque fois, on les voit toujours, c'est la navette, puis on se dit, bon, bah, c'est pas compliqué, etc. Mais il y a toute la partie qui est très technique du montage, et là, vous ne la faites pas tout seul. Vous avez une description du montage qui avait été faite par Henri Courmeau, il dit qu'il faut au moins 3 personnes. Et comme c'est assez délicat, il faut avoir un certain coup de main pour ce genre de travail, donc vous avez besoin des voisins.
ce qui justifierait l'histoire des maisons. Alors ce qui, moi, me frappe aussi dans ces métiers, ce sont des métiers en bois, et j'ai bien l'impression qu'il n'y en a pas de pareil. Il y a tout un aspect personnel du métier parce que c'est usé, c'est celui de la famille, et on les bricole, on les reprend, et puis bon, ça fonctionne un peu sur ce schéma-là. Si on continue sur le métier, il est installé dans la cave. Alors là, c'est l'aspect conditions de travail qui est à noter. Les caves sont humides, parce qu'il faut que le fil reste humide pour pouvoir être relativement souple. Ils sont souvent enduits de colle sur une partie, ce qu'on appelle le paroir, en fait. Et donc, il faut que le fil ait une certaine élasticité, mais pas trop. Il faut qu'il soit tendu, mais il ne faut pas qu'il lâche. Et puis, vous avez tout un mécanisme de frappe, de physique et de chimie qui va fonctionner. Mais ces conditions-là font que, pour la santé du tisserand, c'est un gros problème. C'est humide, vous allez avoir les odeurs de colle, vous allez avoir aussi le velon, ou le velon, alors ça c'est le terme local, c'est-à-dire la poussière de fil qui vole, et donc vous avez aussi tout ce qui est le battement de la personne qui fait donc le battement de fil du petit mécanisme qu'on ramène sur la poitrine pour serrer les fils. Donc généralement l'effet sur la santé n'est pas très bon. Et ça, c'est quelque chose qui a été déjà dénoncé donc, dans les enquêtes de 1848, où bon, les tisserands apparaissent toujours un peu chétifs et un peu, dans une condition de santé un peu difficile. Donc sur ces conditions de travail, j'avais un autre élément. Donc l'autre élément important, c'est la navette. Alors sur la navette, on sait, quand on a été instruit sur la révolution industrielle, que ce qui a fait la révolution industrielle, c'est la navette volante. On en est revenu depuis en se disant, bon, c'est le textile, oui, mais la navette volante, ce n'est pas forcément l'élément principal. Alors, la navette volante à Cholet, elle a existé, mais ce n'est pas très probant. C'est-à-dire, on l'utilise, elle existe et tout. Mais son adoption n'a pas été, immédiate. La navette volante, c'est un intérêt pourquoi ? C'est un intérêt si on a des tissus qui sont larges. Parce qu'en fait, c'est un mécanisme de rappel, de renvoi, phénomène élastique. On la voit ici, c'est un fil qui permet, par un jeu de ressort, de lancer plus rapidement la navette. Alors, je ne suis pas technicien totalement. Donc, ça permet de travailler sur des plus grandes largeurs et ça permet de travailler plus vite. Ici, si on regarde la largeur de la toile sur le métier, ce n'est pas très large. Et quand vous prenez les déclarations fiscales, vous avez de la déclaration fiscale pour les métiers au-dessus d'un mètre et au-dessous d'un mètre. On a beaucoup de déclarations fiscales en dessous d'un mètre. Alors il y a une autre raison, c'est que ça évite l'impôt. Mais bon, on peut imaginer qu'il y a des petites toiles et des grandes toiles. Donc si on n'a pas besoin d'aller vite, si on n'a pas besoin de grandes toiles, a-t-on besoin de la navette volante ? Donc on a une expression qui a été donnée, c'est que la navette volante a mis du temps à prendre à Cholet. On a pu travailler sans navette volante pendant un certain temps. À la fin du 19e, je pense que tous travaillaient avec la navette volante. Autre élément maintenant dont je voudrais parler, c'est ce qui sort du métier. Ce qui sort du métier, c'est de la toile ou du mouchoir, ce qui a fait la gloire de Cholet pendant tout le XVIIIe siècle. Alors ce que vous avez à l'écran, c'est les chiffres du bureau de marque qui est chargé de marquer les toiles à compter de 1748. Il existe quelques chiffres. En bas, le graphique, ça représente ce qui est marqué comme toile. Et ce que vous avez au-dessus, avec des grandes sautes, c'est ce qui est ce qui est taxé comme mouchoir. La toile, l'impression que ça donne, relativement régulier, sans trop de sautes faire. Par contre, pour les toiles et mouchoirs, on a des grands phénomènes de hausse et de baisse. Donc on a une incertitude, une instabilité du marché qui est assez étonnante sur ces produits-là. Alors moi je me suis amusé aussi, c'est de vérifier par exemple que les toiles et mouchoirs, est-ce que leur activité concorde avec l'activité maritime et particulièrement avec l'activité négrière. On s'aperçoit par exemple que pour les dernières années, c'est-à-dire sur cette zone, quasiment on a un parallélisme presque parfait.
Sous-entendu, ces toiles et ces mouchoirs partaient souvent sur les régions sud, vers l'Afrique, et servaient au trafic négrier. Donc Cholet a fait une partie de sa fortune sur le trafic négrier. Alors, pas forcément sur Nantes, parce que les rapports avec la Bretagne, c'est un peu compliqué dans la région, mais plutôt vers La Rochelle, plutôt vers Bordeaux, et beaucoup avec aussi l'Espagne. Donc au XVIIIe siècle, vous avez ces produits qui vont s'exporter beaucoup sur l'Espagne. Ils vont aller également beaucoup sur Beaucaire, la foire de Beaucaire, et donc repartir vers l'Italie par la suite. Cette économie, en fait, l'économie atlantique, puisque c'est toute la partie ouest de la France vit sur ce créneau, elle va disparaître. Donc on va prendre la Révolution française et puis avoir dans la région le problème de la guerre de Vendée. La relance de la production qui va se faire après la guerre de Vendée va se faire par le coton et non plus par le lin. Et elle va se faire pour des raisons politiques à l'intérieur du cadre de l'Europe un peu rétrécie, de plus en plus rétrécie avec les restrictions à l'Empire napoléonien et puis la montée en puissance des autres activités économiques ailleurs. Ce qui fait qu'à la fin du XIXe siècle, on constate, lors de l'exposition universelle et internationale de 1889, dans le rapport qui est rendu sur Cholet, alors je trouve ce rapport très bien parce que ça résume beaucoup de choses. Les fabricants de toiles fines et de mouchoirs de Cholet ont de tout temps traité leur affaire avec l'intérieur de la France et ne se sont jamais occupés d'une façon sérieuse et suivie à créer des relations avec l'étranger. On a oublié tout le XVIIIe siècle. Mais ça veut dire qu'à l'époque, on se restreint sur la France. Leurs efforts ont toujours eu pour unique objectif de satisfaire aux besoins de leur clientèle française. C'est ce qui explique l'absence des industriels de ce pays aux expositions internationales étrangères à Vienne, à Amsterdam, à Anvers, etc. On a commencé avec le lin, mélangé d'un peu de coton. On est passé au coton début 19e siècle. Arrive la famine du coton 1865 avec la guerre de sécession aux États-Unis. Le lin reprend la première place, le coton demeure toujours, et donc on a ces alternances qui vont fonctionner. Sur tout cet ensemble, eh bien, vous allez avoir une drôle de région, ce que j'appelle un village global, c'est-à-dire que quand on étudie Cholet, alors ça c'est quelque chose qu'on essaye de faire passer à Cholet, c'est de ne pas se contenter de Cholet, c'est de se dire on est connecté partout. Et donc la région fonctionne à partir de certaines villes plus importantes avec les négociants. Ça peut être Cholet parce que c'est la ville principale, mais ça peut être Villieu-la-Blouère où il y a d'autres personnes, avec des villages dans lesquels il y a ces quartiers tisserands. Et puis toute une importation de matières premières, lin, coton, qui va circuler dans toute la région, qui va être regroupée une fois que le travail est fait et que l'on va exporter. Alors un résumé rapide, c'est vous prenez le XVIIIe siècle, on a pris le lin, fibre locale, on l'a travaillé dans la région et on l'a vendu à l'international. XIXe siècle, c'est plus la matière première qui est locale, elle est internationale. On fait venir le lin et le coton de l'étranger, de la Russie, des États-Unis. On travaille ça dans la région, mais on vend exclusivement sur la France. Ça vous donne un peu un panorama de l'espace. Alors, pour travailler, il faut revenir à un autre aspect de ce parcours, c'est celui sur le temps. Alors moi, j'appelle ça le temps parce qu'en fait, c'est un enchaînement de cycles que vous allez avoir. Sur cet enchaînement de cycles, il y a quelque chose de tout simple à comprendre. Une fois qu'on a ce schéma en tête, on peut faire beaucoup de choses. Ce que j'appelle le temps de la pièce. On travaille sur une pièce et ça se passe comment ? Eh bien, ça se passe pour le tisserand à trouver un fabricant. Alors, un fabricant, c'est quoi ? C'est un mot ambigu. C'est celui qui fabrique ou celui qui fait fabriquer. Donc, c'est quelqu'un, généralement, qui a de l'argent et qui va dire au tisserand « je te fais travailler ». Il peut avoir aussi le titre de marchand fabricant. C'est-à-dire que généralement, il ajoute à ça une boutique ou des relations avec Lyon, avec le sud de la France, avec Bordeaux. Et on trouve aussi l'expression négociant. Et entre tous ces personnages, il n'y a pas de solution tranchée. Il y a un continuum. On peut être fabricant à un moment, devenir tisserand fabricant, selon la conjoncture et selon ce qui se passe. Alors pour le fabricant, bien c'est tout simple. Il suffit de récupérer la matière première, c'est-à-dire des fils, de les confier au tisserand, en lui disant « tu me fabriques une toile, tu as un certain temps pour faire cette toile, et dans X temps, tu reviendras me rendre cette toile.
donc deuxième temps de la relation, avec le paiement de cette toile. Ce schéma-là, c'est le schéma de base du fonctionnement global de la fabrique, le fabricant se chargeant, lui, de vendre la toile du côté du marché et de trouver des consommateurs. Si on détaille ces moments, on a ceci. Le temps de la pièce, c'est-à-dire l'engagement. Le document que vous avez, c'est un livre de compte d'un fabricant de Villiers-la-Blouère, un certain Thomas, qui travaille avec un Joseph Clément, un tisserand, et donc il lui remet une pièce de toile. Donc il le note dans ses livres. Bon, les livres, c'est 50, 100 ou 200 tisserands. Ce n'est pas une seule personne. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de comptes. Et là, sur les avoirs, mais on s'aperçoit qu'au mois de juin, le 25, on a remis un certain nombre d'éléments illisibles pour nous, parce que je pense que c'est des comptes de fils, des comptes de bobines, etc. Mais on sait qu'il y a ça. On sait qu'un mois plus tard, le 24 juillet, il y a une autre pièce qui a été remise, ce qui veut dire qu'entre l'engagement et le retour, il peut s'écouler 15 jours, 3 semaines, etc. de temps pour travailler. Sur l'engagement, ça pose aussi beaucoup de problèmes, parce que la qualité de ce qu'on donne comme pièce, comme fil, va conditionner la qualité de la pièce. Donc on peut imaginer tous les débats qu'il peut y avoir sur ce sujet. Et puis vous avez aussi le fait que, moi tisserand, est-ce que je vais accepter une pièce qui est très différente de ce qu'on m'a fait confier auparavant, si par exemple je passe du tissu, du calicot au mouchoir? J'aime mieux avoir des choses continues, où j'ai l'habitude de travailler, etc., où ça peut aller plus vite, mais dans certains cas, il faut bien s'adapter. Donc il y a beaucoup de négociations qui sont faites là-dessus. Il y a même eu des problèmes parce qu'en fait, sur la remise des fils, il peut y avoir le problème que le tisserand ne rende pas les fils, pas la totalité des fils, etc. Donc il y a eu une loi en 1851 qui a exigé d'avoir un livret écrit, mais à Cholet, il y a eu refus des fabricants en disant « ça, on ne veut pas de ça ». Alors ce qui est étonnant, c'est que 30 ou 40 ans plus tard, les syndicats vont retrouver cette loi et vont essayer de la faire passer. Ça ne marchera pas. Mais en fait, déjà dès l'engagement, il y a tout le problème des relations de confiance qu'il faut avoir pour trouver cette bonne personne. Deuxième temps de cette relation, c'est mesurer ou évaluer. Ça paraît quelque chose de très très simple, sachant qu'on est au 19e siècle et qu'on a quand même changé notre système métrologique. On est passé d'un système ancien à un système métrique, et donc ça va rejaillir fortement sur disons, les relations entre les gens. Alors, pour mesurer, c'est une notion simple. Il vous faut 3 choses, comme je dis toujours. Il vous faut une convention. C'est-à-dire, il faut vous dire, ça, c'est l'unité de mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a comme unité de mesure? Celle qu'on applique actuellement, c'est le mètre. Donc, on va métrer à l'époque, non. Il existait au 19e siècle l'aune, 18e, pardon, l'aune, qui faisait un peu plus qu'un mètre, 1,24 m. Mais en 1812, on avait eu le bon goût pour essayer de faire la transition, d'inventer l'aune métrique qui faisait 1,20 m. Donc, quand on mesurait une toile, c'est une aune, 1 mètre, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que sur ce type de mesure, on a des traces du côté de Valenjou et Thiaux, où on utilise encore les mesures aune en 1875. Et les tisserands travaillent avec l'aune dans leur tête. Donc ça, c'est la convention. Le deuxième mécanisme, c'est le dispositif. Alors, mesurer une pièce de toile, c'est comme le petit personnage là à l'image. C'est quelqu'un qui va appliquer la toile le long du mètre. Okay. Ça paraît simple, et puis on fait glisser, et on recommence. Là, dans toutes les unités de mesure et dans les techniques de mesure héritées de l'ancien régime, selon la position que vous avez, vous mesurez d'une façon ou d'une autre. Vous mesurez ras ou vous mesurez comble. Eh bien, pour la toile, il y avait un usage qui s'appelait la poussée, c'est-à-dire que vous appliquiez la toile contre le mètre avec un doigt à une extrémité, et vous placiez 2 doigts de l'autre côté, à l'écart de la toile, ce qui faisait qu'en fait, carré de l'hypoténuse fonctionne, et ce qui faisait que la toile était prise pour une valeur d'1 mètre, mais en fait, elle mesurait beaucoup plus. Et c'est un usage qui existait, et donc qui n'était pas contesté. Sauf qu'un jour, dans les années décembre 1831, bien les tisserands se sont aperçus que collectivement, il y avait des zones encore plus compliquées avec des zones à coulisses.
c'est-à-dire des petites traces avec des zones avec des emplacements où on mettait des crochets. Et donc entre les crochets, on estimait que il y avait une aune ou un mètre. Simplement, ils se sont aperçus que les crochets, ils étaient movibles. Et donc on pouvait les déplacer. Donc émeute collective, mais ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'en décembre 1831, il se passe des choses à Lyon. C'est la révolte des Canuts. Et donc cette révolte de Cholet, qui est extrêmement importante, c'est la première, je pense, manifestation ouvrière qu'on ait au XIXe siècle. Ça a un écho, c'est un répondant du côté de la France, et donc c'est extrêmement important. Et donc on a vu intervenir tout de suite le maire et puis le préfet. Ça a duré 2 mois. Et l'affaire a failli recommencer en 1836 parce que ces pratiques-là, bon, ça ne s'abandonne pas tout seul. Hein. Mais donc, ce que montre aussi le préfet, ou l'intervention du préfet ou du maire, c'est qu'il faut, troisième élément de la mesure, c'est un pouvoir. C'est que la loi décide, c'est de telle façon qu'on doit faire les choses et pas autrement. Hein. Alors, j'ai rajouté aussi une blanchisserie. Alors, les blanchisseries, c'est quelque chose d'assez fabuleux dans la région. C'est que les mouchoirs ou les toiles, pour être ensuite vendus, doivent être blanchis ou apprêtés pour les mouchoirs, c'est-à-dire débarrassés des crasses qui restent du tissage, et puis purifiés par soit l'eau de Javel, soit par le soleil, etc. Et tout. Or, à ce moment-là, eh bien, se dévoilent parfois des défauts des toiles et des mouchoirs. Donc vous avez énormément d'affaires prud'homales où il y a des conflits sur ces toiles ou ces mouchoirs parce que l'évaluation n'a pas été bien faite, parce que c'est la mesure qui n'est pas une bonne mesure, parce que la qualité n'est pas là, mais la qualité, ça peut tenir à la qualité des fils du début, ça peut tenir à la qualité du tissage, ça peut tenir aussi aux erreurs de blanchiment. Donc vous avez des affaires assez compliquées où on fait intervenir beaucoup de gens. Et souvent, alors c'est aussi quelque chose qui est à noter, c'est que les conseillers prud'hommes vont souvent jusqu'à faire débouillir, comme ils disent, les tissus pour vérifier si c'est la qualité du fil ou autre. C'est-à-dire qu'il y a une matérialité des conflits qu'on a oubliée. Quand on parle des conflits du travail, c'est les horaires et tout ça. Là, c'est vraiment des pièces et des éléments essentiels. Alors ça suppose, quand on étudie ça, de bien connaître toutes ces techniques, mais souvent c'est un peu éloigné. Donc ça, c'est le deuxième temps. Le troisième temps de la pièce, pour moi, c'est payer. Alors payer, vous allez dire, c'est simple, on donne de l'argent. Ce n'est pas toujours vrai. Donc là, si on revient à notre Clément Joseph, alors ça pose des problèmes comptables, mais ça, je ne vous dirai pas. En fait, on s'aperçoit qu'il est payé de sa toile. En regard des 2 pages, on a le montant qui a été porté. Et donc, avec la comptabilité de caisse, ils réussissent à récupérer. Donc, paiement en argent. Mais vous trouvez sur ce document, le Thomas en question sa femme tenait une épicerie. Donc, il arrivait qu'on complète la paye avec un certain nombre d'éléments matériels. Alors, on a même en 1887 le cri du peuple parisien qui descend sur Cholet, les militants, et ils constatent par exemple qu'à Malièvre, on paye les tisserands avec des vieilles nippes, c'est-à-dire des vieux chiffons, et on leur dit voilà, vous débrouillez, vous allez les vendre et vous allez vous payer comme ça. Et donc là aussi, ce phénomène existe. Alors il n'est pas général, mais ça existe assez souvent, surtout en période de crise, quand les tisserands ne peuvent pas faire grand-chose. Alors ce que j'ai mis aussi, c'est un extrait de toujours Ardouin du Mazet. J'aime bien cet extrait parce qu'ils disent « fabricant » n'est pas le mot juste. Il dit en réalité, il s'agit de véritables intermédiaires. C'est des statuts très très bizarres, ces fabricants, ces tisserands. Vous pouvez être à votre compte, être le représentant de quelqu'un et donc faire travailler tout le reste. Donc vous livrez au tisserand de campagne le fil nécessaire au tissage et payant en nature ou en argent selon la quantité produite. Je n'ai pas l'explication. Je ne sais pas pourquoi, selon la quantité, on paye en nature ou en argent. J'ai constaté ça, je cherche, peut-être quelqu'un aura une réponse ce soir. Je reviens toujours sur cette toile. Une fois que la toile a été commandée, rendue et payée, qu'est-ce qu'on fait? On recommence l'opération? Ça dépend si on est content ou pas content. Mais simplement, il y a une règle qui existe. Alors, elle existe dans beaucoup de fabriques. Là, j'ai pris l'exemple de la fabrique de Nîmes, mais on va le retrouver ici. L'usage existant dans la fabrique de Nîmes, d'après lequel tout ouvrier ou chef d'atelier qui met sur son métier une pièce pour le compte d'un fabricant s'engage par cela même à lui en faire une seconde après celle-ci. Sous-entendu, un premier engagement vaut engagement pour la deuxième pièce. À quel moment vaut l'engagement?
quand je prends le tissu ou quand je préviens que je vais continuer ou que je ne vais pas continuer. Donc vous allez avoir tous ces conflits qui existent. Donc cette pièce de congé, qui est quelque chose d'assez particulier, qui n'existe pas pour d'autres contrats, ça donne lieu à pas mal de conflits. Vous avez des tisserands qui vont au conseil de prud'homme, qui vont dire, voilà, moi j'ai pas reçu ma pièce de congé, je réclame ma pièce de congé. C'est un indicateur aussi pour les autorités. Le maire de Cholet, par exemple, qui écrit au préfet pour lui donner la situation économique, lui écrit en lui disant « Attention, la situation économique commence à se dégrader, les fabricants donnent des pièces de congé ». C'est souvent un indicateur de crise qui va exister. C'est aussi l'ancêtre du préavis, qui n'existe pas pour d'autres contrats. C'est aussi un des apports des tisserands que vous allez avoir. Alors, bien entendu, tout ceci est engagé, enfin, toutes ces relations sont coincées dans des règles juridiques, donc le Code civil, qu'on néglige trop dans l'histoire ouvrière. Alors, le Code civil lui distingue deux types de marchés. Il distingue les marchés devis, marché ou prix fait, ce qu'on appelle le louage d'ouvrage au sens strict, ou le travail ou service qui concerne les domestiques et ouvriers. Pendant des années, l'histoire, pour diverses raisons, a confondu les deux types de marchés. Le deuxième, domestique et ouvrier, ça concerne les journaliers, les gens qui travaillent au temps. Et pour eux, les règles sont assez dures, puisque le maître est cru sur sa parole, alors que pour les tisserands, en fait, on négocie un prix, et sur ce prix, on peut très bien discuter et puis revenir sur les conditions du prix. Les relations ne sont pas forcément des relations salariales, ce sont des relations, disons, de marchandage, de négociation, donc avec une gestion des risques. Et ça se trouve dans le Code civil, c'est bien qu'on oublie trop souvent de présenter. Alors ça donne lieu justement à quelque chose qui surprend toujours. C'est un tisserand qui est au travail, qui un jour est mécontent de son employeur ou de son mandataire et lui dit « j'arrête, je ne te fais pas ta toile, donc c'est fini ». Et c'est possible, ça veut dire que dans ce cas-là, vous démontez le métier. Et démontant le métier, il y a de la perte sur la toile à prévoir. Et ça, c'est permis parce que dans le Code civil, l'article 1791 qui s'applique, dit bien qu'à la fin, le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. Okay ? Donc je démonte la toile. Et ce n'est pas anecdotique. Vous avez par exemple au comice industriel, quand on récompense les bons tisserands, il y a un fabricant qui dit tel tisserand, c'est un bon tisserand, il est capable de reprendre les pièces qui ont été démontées chez les autres. C'est un critère de compétence. Évidemment, quand vous arrivez dans le monde industriel fin 19e siècle, les règlements des tissages mécaniques de coton, si vous pratiquez ce genre de choses, c'est plus embêtant. Donc, un des articles du règlement que vous allez avoir dans les tissages mécaniques de Cholet, un ouvrier peut être congédié sur le champ sans indemnité de salaire ou autre. On abandonne le préavis. La règle de la pièce de congé n'existe plus. Et la façon des coupes rendues lui sera payée immédiatement. Quant au tissu qui reste sur le métier, on le laisse. On ne va pas démonter la chaîne. Il sera payé au jugé, sans que l'ouvrier puisse exiger qu'on déroule l'étoffe pour vérifier le métrage. Donc souvent aussi, quand les historiens ils regardent des règlements intérieurs, par exemple d'une usine, ils pensent à l'usine. Mais en fait, il faut regarder en dehors. Ce qui se pratiquait avant et ce qui était permis avant ou toléré, là, on le réinterdit. Et donc ça, c'est très visible ici. Il y a un mélange entre les tisserands et les tisseurs. Il y a des règles applicables aux tisserands qui ne s'appliqueront pas aux tisseurs et inversement. Il ne faut surtout pas que certaines règles passent du tisserand au tisseur. Si on se place maintenant dans la relation du marchand-fabricant. Donc le marchand-fabricant, lui, ce qu'il veut, c'est acheter des fils, trouver de la toile et la vendre. Il raisonne en termes de trésorerie. Ce n'est pas un industriel. C'est-à-dire qu'il veut faire une opération commerciale simple, il veut récupérer son argent, il raisonne sur le cash flow, flux de caisse, et donc sa comptabilité est relativement simple, mais c'est très capitaliste. Vous allez trouver par exemple dans Madame Bovary, le père de Charles Bovary, il va se risquer à ce genre de choses. Il y a une petite phrase où il dit qu'il a essayé de faire un petit peu de filature comme ça. Ça se pratiquait, c'était un placement comme un autre. Bon, ça n'a pas marché pour Charles Bovary, mais pour les autres, ça marchait. Et en fait, on raisonne en termes de trésorerie. Raisonnant en termes de trésorerie, ça veut dire que si vous voulez relancer le processus, il vous faut avoir de l'argent. Vous ne travaillez pas sur stock. Donc il faut vendre votre toile avant de réembaucher quelqu'un. Et c'est quelque chose... Alors, je vais revenir sur l'affaire.
Ça explique une anomalie au départ qui est surprenante sur ce problème de trésorerie. Si vous prenez le règlement royal de 1748, on vous dit que la vente des lins et des chanvres en poupées et quenouillées et les fils destinés à la fabrication des toiles, la vente des fils, ne peut commencer à se faire qu'après que celle des toiles sera finie. Vous allez presque 100 ans plus tard, 1854, vous prenez le règlement de police relatif aux foires et marchés de Cholet. Le marché aux mouchoirs et le marché aux fils. Le marché aux fils se tient 1 heure plus tard. Vous prenez René Bazin, donc dans les Noëllais, quand il fait ses notes de travail, il note ce mécanisme un petit peu de fonctionnement. Alors ça s'explique tout simplement par la chose suivante. Ça a été explicité dans une pétition fin 18e. En gros, si on veut relancer le processus, il faut d'abord vendre ses toiles pour pouvoir acheter des fils. Donc on a un phénomène de capitalistes ou de gens qui raisonnent en trésorerie parce qu'il n'y a pas de fonds, il y a peu de fonds financiers et on essaye de ne pas immobiliser l'argent donc dans ces affaires. Le deuxième point, c'est que le fabricant se trouve entre les marchés et entre les tisserands. Alors en termes économiques, il y a une première incertitude, c'est celle sur l'aléa économique. Est-ce que je vais vendre ? Ce qu'on appelle le saut périlleux de la marchandise. J'ai un produit que j'ai fait faire, mais est-ce que je le vendrai ? Donc il y a une incertitude sur la quantité que vous allez vendre, il y a une incertitude sur la qualité que vous allez vendre. Est-ce que votre produit est bon ou est-ce qu'il répond aux normes de l'époque avec les types de produits différents ? La deuxième incertitude, c'est l'aléa productif. Ça, c'est du côté du tisserand. Est-ce que le tisserand me rendra quelque chose dans les délais ? Est-ce que ce sera de bonne qualité ? Donc il faut que je choisisse quelque chose d'important. Sur cet aspect quantitatif, la première incertitude, on peut la présenter comme ça. Ceci, c'est la halle aux toiles de Cholet, donc le bâtiment où les fabricants viennent des environs amener leurs toiles. Ils payent un droit de place, et un droit de place donc, qui a été enregistré par semaine de février 1843 à décembre 1851. Ce droit de place, ça varie selon les mois et selon l'activité. Il y a des activités des mois qui sont bons et d'autres qui sont moins bons. Et puis là, on s'aperçoit même qu'on arrive à un niveau 0, qui doit être ici, parce qu'en 1848, il y a la crise économique totale, politique et sociale. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de financement possible. Donc pendant 3 mois, il n'y a pas d'activité à la halle. Si on décompose cette activité, on fait apparaître quelque chose qui est connu des historiens économiques. C'est la chose suivante. Vous avez en bas les années et vous mettez en regard le droit des halles. Le droit des halles démarre en 1843-44 ici à un niveau assez bas. On s'aperçoit qu'il baisse jusqu'aux années 1848, puisque crise économique arrivant, repart en 1849, etc. Si vous regardez le prix du froment dans la région, mais c'est valable à l'échelon national, le prix du froment augmente, puis redescend à l'inverse. En fait, le mécanisme est connu. Lorsque le prix du froment augmente, le prix du pain augmente. Lorsque le prix du pain augmente, il n'y a plus d'argent. Et on sacrifie quoi comme élément ? L'habillement à l'époque. Donc on a ce phénomène. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les crises d'Ancien Régime. Et si vous rajoutez en 1848 les premières crises financières, vous voyez ce fonctionnement très aléatoire pour les marchands fabricants de trouver un marché et de gérer ces éléments. Donc, partant de là, vous avez, dernier élément, je reviens, il vous faut une main-d'œuvre disponible et qualifiée. Disponible, c'est-à-dire selon les activités économiques, il faut qu'il soit là au moment de la reprise, il faut qu'il me fournisse ces éléments, etc. Et il faut qu'elle soit qualifiée pour pouvoir s'adapter à peu près à toutes les variations que vous allez avoir. Et ça se manifeste par exemple dans les phénomènes de rupture. Alors par exemple, juin 1854, il y a une crise. Le maire de Cholet va écrire au sous-préfet en disant « Les ventes de mouchoirs et toiles sont très difficiles et à des prix très bas. Aussi, les magasins en contiennent une énorme quantité. Et si l'ouvrier n'a pas eu un véritable chômage, c'est que la plupart sont occupés à des tissages grossiers et de peu de valeur. Petite mise de fonds, mais je garde mes tisserands occupés et je les récupérerai quand ça ira mieux. » Fin de l'année, la situation ne s'améliore pas.
Le commerce est nul depuis 6 mois. Les magasins sont encombrés de marchandises. Cependant, les négociants ne laissent pas leurs ouvriers. Ils leur donnent de l'ouvrage, mais à condition qu'il ne leur sera rendu que dans un temps qui excède de quelques jours celui qu'on met habituellement à le confectionner. Sous-entendu, on joue sur la durée. Mais la paye est la même. Donc, ce que vous faites en 3 semaines pour un prix donné, vous le faites en 4 semaines pour un prix donné. Donc, cette mesure, tout déplorable qu'elle soit, est encore plus sage, ou plutôt moins désastreuse, que celle qui consistait au renvoi des ouvriers dans des circonstances analogues. Donc, c'est un moyen de fonctionnement. Et puis, dernier élément sur lequel j'insiste sur le marchand fabricant, c'est la notion de profit. Alors ça, c'est une idée empruntée à Max Weber. Si vous regardez, Max Weber s'est intéressé aussi au tisserand dans l'esprit du capitalisme et l'éthique protestante. Il y a des pages, et là on comprend pas mal de choses. Donc lui, il constate la même chose. Quel profit visent les fabricants? Maximum ou pas maximum? Nous, avec notre mentalité actuelle, on va dire maximum de profit. Max Weber, il dit à l'époque, on vit traditionnellement. On se contente d'un profit moyen. Bon, et on vit un peu de cette façon-là, sans pousser les choses à fond. Et à Cholet, on sent qu'il y a cet esprit-là. Il y a des témoignages sur le mode de vie des fabricants. Et il y a cette notion que certains vont forcer un peu la main sur le profit. Alors, Max Weber les appelle les parvenus. Ils vont dire c'est ceux qui réussissent, ils vont s'enrichir. Le problème, c'est qu'après, ils vont imposer ce mode de fonctionnement à tout le monde. Mais l'idée du traditionnalisme et d'un profit limité parce qu'on ne doit pas aller au-delà d'un certain montant, etc., ça existe. Et on verra sur d'autres rapports, un fabricant n'a pas intérêt à se mettre à dos forcément tous ces tisserands. Et donc à les exploiter, même si ça existait aussi dans ces cas-là. Du côté du tisserand, troisième temps de la manœuvre, qu'est-ce qu'il veut faire? Lui veut nourrir sa famille, point à la ligne. Nourrir sa famille, ça dépend des âges de la vie. Si vous êtes chargé d'enfants, ça dépend des âges des enfants. Si vous vieillissez... Plein de choses. Ça tient premièrement à des règles de droit et ça tient aussi au fait de sa réputation. Si c'est un bon tisserand, il retrouvera quelque chose. Donc je crois qu'il y a un attachement au métier et à la profession qui naît spontanément de cette situation-là. Et la réputation professionnelle, elle s'étend à la famille. D'où l'éducation des enfants, la surveillance des enfants est extrêmement importante, il me semble, sur ces histoires-là. Et puis, sachant que si on veut garder son indépendance, ce qu'il faut, c'est multiplier les sources de revenus. Une certaine polyactivité qui permet de répondre à l'aléa économique qui traîne toujours de ne pas être réembauché. Alors, pour ce faire, c'est très connu dans toute la France, on va faire les travaux agricoles. Et donc, les travaux agricoles, ça veut dire l'été, les tisserands ne restent pas à la cave, ils vont travailler dans les fermes aux environs. La carte postale que vous avez, j'ai trouvé ça récemment, sont les moines de Bellefontaine qui engagent d'autres personnes pour faire la moisson. Et puis, s'aperçoit que les moissons, quand vous regardez les cartes anciennes, il y a beaucoup de monde. Ça occupe énormément de gens et puis il y a besoin de ces gens-là pour l'histoire. Souvent, c'est bien payé. C'est mieux payé que le travail de tisserand. Donc, ça va fonctionner assez bien. La question que je me pose, c'est est-ce que les tisserands du côté de Chemillé vont aller faire les vendanges? Parce que ce n'est pas réservé à d'autres catégories, ça, je ne sais pas trop. Mais on constate, par exemple, dans les dictionnaires des usages ruraux et urbains, pour certains cantons, Chemillé, Cholet, Beaupro, Montfaucon, vous avez des contrats spécifiques qui vont de la Saint-Jean à la Saint-Martin,
donc 24 juin, 10 ou 11 septembre, des contrats de 3 ou 4 mois qui sont spécifiques et qui fonctionnent et qui sont en fait adaptés à cette clientèle. La preuve en est, statistiquement, ça c'est un de mes plaisirs, si vous reprenez les mouvements à la holotoile, donc là je les ai classés par mois, en fait vous apercevez que la moyenne annuelle c'est 100, mais que les mois de janvier, février, mars sont les mois les plus forts avec le décalage de production et que souvent l'été ça baisse. Donc les gens sont partis ailleurs. Ça c'est important et on le trouve partout, enfin on le trouve partout en France et on le trouve bien. Alors ça s'appelle la métive, la moisson, ou le carteron, c'est-à-dire les 4 mois d'été, avec appellation non garantie parce que ça ne se trouve pas toujours dans certains endroits. Alors également, ça veut dire aussi que vous laissez la personne libre d'organiser son temps comme elle l'entend. Le tisserand, il organise sa production, il n'est pas soumis à des horaires, il fait ce qu'il veut. Donc, ce qui fait que sa semaine, c'est assez particulier. Donc, si on reprend François Simon, Petite histoire des tisserands de Cholet, il note, quoique très pauvre, personne n'ouvrageait le dimanche. Donc, respect du dimanche. Alors, est-ce un respect religieux? Est-ce un respect traditionnel? Je ne sais pas trop. Donc, la position des tisserands par rapport à la religion, je dis, c'est un peu une plaisanterie, mais quand on regarde dans les vitraux d'église, toutes les saintes familles, c'est jamais que du travail à domicile, en caricaturant. Est-ce qu'il y a une concordance ou pas dans l'esprit des gens? Ce qu'on sait, c'est que par exemple à Cholet, les tisserands sont assez anticléricaux, plus que dans les campagnes, mais dans les campagnes, on ignore un peu ce qu'il en est. Il y a toujours un rapport assez particulier. On a inventé un saint, Saint Bonaventure, soi-disant patron des tisserands. Ça sent l'escroquerie, mais ça ferait peut-être un autre sujet un jour. Donc le rapport à la religion, c'est un peu ambigu, mais il y a toujours le respect du dimanche. Mais ça aussi. Par contre, il y a surtout le respect du lundi. Là où il y avait un contrat et des usages, on passe à un règlement. Autre source de revenus qui est toujours surprenante, c'est la mutualité. Alors la première mutuelle apparaît à Cholet en 1840, et ce qui est surprenant dans cette mutuelle, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à étudier ça, on se dit c'est des histoires de santé. Alors c'est des histoires de santé, c'est vrai, mais c'est pas que ça. En fait, la mutuelle, c'est un tisserand malade, on lui paye sa journée. Pas forcément au prix qu'il aurait, mais c'est juste une assurance de revenus pour l'absence au travail. Et ça a tenu très longtemps. Et la mutuelle, en fait, de Cholet, 1840 jusqu'en 1852, certains patrons ont tout fait pour la liquider. Parce que, c'était un système, disons, dangereux pour eux, parce que ça pouvait fonctionner comme caisse de grève. Donc certains ont voulu la liquider, mais elle était également alimentée par d'autres patrons au nom de l'assistance. C'est-à-dire que les revenus de la mutualité, c'était les cotisations des tisserands par profession, mais aussi l'assistance. Il y avait une façon aussi de protéger ces bons ouvriers qui cotisaient, c'est aussi un critère de sérieux, mais bon, c'était aussi dangereux. Donc ces mutuelles vont être transformées par la loi de 1853 et vont prendre un autre caractère avec l'intervention du maire et du curé, qui ont été voulus, et puis s'orienter vers des problèmes de santé. Mais ces premières mutuelles, c'est aussi un moyen de s'assurer une relative régularité de revenus. Alors, si on revient toujours à notre tisserand, qui n'a toujours pas de travail, il peut redevenir toilier. Un toilier, alors c'est le terme exact, ça se trouve dans le Onillon et Verrier, c'est un tisserand qui travaille pour la pratique locale.
il se trouve des clients localement, par opposition à ceux bien plus nombreux qui tissent pour la fabrique de Cholet. Donc l'expression toilier localement, c'est ça. Donc vous pouvez être à un moment tisserand, vous pouvez à un autre moment toilier. Et puis changer parce que vous avez une possibilité d'avoir d'autres revenus. Mais c'est le même mécanisme. Par contre, c'est le particulier qui amène souvent la matière première brute. Hein, il la produit dans son champ. Ça peut être un paysan qui a besoin d'avoir des toiles de lin. Ça peut être un riche bourgeois qui veut avoir quelque chose, donc qui s'est procuré du lin, puis qui a trouvé un toilier pour lui faire le travail. Donc en gros, la tactique du tisserand, c'est de multiplier les sources de revenus, d'avoir une polyactivité pour essayer de travailler. Donc ça peut être la moisson, les métiers, la vendange, le bâtiment, donc les travaux de terrassement, etc., quand il en a. C'est le travail de l'épouse. Alors, travail de l'épouse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les tâches qui sont confiées à l'épouse, par exemple, de mettre les fils sur les bobines, sont toujours valorisées. Ce n'est pas compté dans le prix global de la toile. Hein. On les rajoute et on les met à part, parce qu'il faut faire valoriser tous les montants. S'agissant des enfants, on les met très tôt au travail. C'est sans doute une des explications du rejet de l'école ou de peu de scolarité dans les Mauges. Alors, ne pas oublier les produits du jardinage, alors que l'on vend, que l'on échange, que l'on passe. Il y a aussi ce qu'on appelle officiellement le marchandage. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'assez particulier. Un tisserand qui travaille bien a une commande de 2 ou 3 toiles, etc., qu'il ne peut pas satisfaire pour diverses raisons. Il va essayer de trouver un associé, un voisin, le beau-frère, la famille, etc., en disant tu travailles pour moi et puis on s'arrangera avec le mandataire. Et le marchandage, ça existe. Alors ça donne des situations cocasses du genre un tisserand attaque un autre tisserand. La réponse du tisserand en lui disant t'as pas fait ton travail et tout le reste, et l'autre tisserand lui répond non, je suis ton associé, on s'est mis d'accord pour travailler globalement avec quelqu'un. Donc vous avez des relations qui ne sont pas forcément très simples. Il y a des variations entre les employeurs ou les donneurs d'ordre. L'apprentissage aussi, c'est une source de revenus. Alors l'apprentissage, parce qu'on a oublié que l'apprenti paye son apprentissage. Il est nourri, mais il le paye. Et donc, avoir un apprenti, c'est un avantage direct parce qu'il aide à la production, mais également, il paye une partie de son temps. La mutualité. Et quand on a tout épuisé, alors ça arrive, parce que là, on a les ateliers de charité sur lesquels on compte. Et les ateliers de charité dans la région, alors à Cholet, c'est très flagrant parce qu'il nous reste des traces, mais 1848-1849, c'est 7-8 mois d'ateliers de charité. Donc tout le monde est au travail. Et comme je dis toujours, lors des crises, vous avez à Cholet aussi, tout ce qui a été construit, les routes, les chemins, le jardin du Mail, c'est du travail de tisserand pendant les crises. La construction du chemin de fer, c'est du travail de tisserand aussi, parce que on les occupe et donc ça fonctionne énormément. Y a donc l'assistance aussi, éventuellement, ça va jusque-là, parce que l'époque est assez difficile. Sur les ateliers de charité, non, on passera plus tard. Alors, bien entendu, si le tisserand est un peu trop libre d'organiser son travail, il y a une solution pour le contrôler, c'est la dette. C'est connu sur la France entière. Il y a des cas sur Cholet. J'ai fait un article sur la dette dans une revue. En gros, moi, fabricant, je donne de l'argent au tisserand plus qu'il en a besoin. Et puis, le jour où il voudra partir, je lui dis, tu me rembourses. Okay ? Et il y a un moyen de contrôler ça, c'est ce qui s'appelle les livrets ouvriers, qui n'existent pas à Cholet, mais par contre, vous les rencontrez à chaque fois qu'il y a une dette, et on inscrit sur le livret, on sort le livret, et on dit aux gens, voilà, vous devez telle somme. Donc ce livret ouvrier, ça dit quoi ? Ça dit que si le tisserand va chez un autre fabricant, on lui demandera son livret ouvrier, et si le livret ouvrier, c'est marqué qu'il doit de l'argent au précédent, le nouveau fabricant qui veut l'embaucher est tenu de rembourser le premier. Donc vous avez ce qu'on appelle un livret chargé, et vous avez beaucoup d'affaires au prud'homme, où un fabricant va convoquer un tisserand qui est venu, qu'il veut embaucher, mais qui est tenu par un autre fabricant, donc il convoque les deux, et sans doute qu'il s'arrange pour payer la dette du premier, pour récupérer ce tisserand, si c'est un bon tisserand. Donc ça aussi, ça fonctionne. Et c'est quelque chose qui est très très peu, disons, connu ou mesuré, mais on sait que ça existe. Il y a des affaires assez souvent qui fonctionnent.
Pour les tisserands, c'est tout simple, hein. C'est un marché assez bizarre. C'est un marché où personne n'a le même prix sur les mêmes toiles. Donc ce qu'ils vont faire, c'est à tout prix obtenir un tarif commun. Et là, ça va rejoindre ce que je racontais sur certains patrons, disons, sociaux. Le premier tarif est obtenu en 1840 et étonnamment en même temps que la Société de secours mutuel. C'est le même phénomène, c'est dans la même date. Et ils vont l'obtenir de la façon suivante. Ils vont aller voir un monsieur Ricou, qui est fabricant, en lui disant, voilà, tous les autres nous ont baissé nos tarifs. Est-ce que vous acceptez qu'on travaille pour vous à tel prix? Et lui va répondre, je vous prends ce prix-là si tous mes collègues font la même chose. Moyen de pression, il y en a un qui a cédé, le tarif est signé, c'est ce tarif qui est là. Alors, problème des tarifs. Un tarif collectif, ça s'applique ou ça ne s'applique pas? La réponse est juridiquement non. C'est le contrat qui gère. Donc, par contre, il y a la pression populaire. Donc, le tarif va fonctionner pendant 3 mois, 4 mois. Et puis, à un moment ou un autre, dans la campagne, vous allez avoir un tisserand qui va accepter de payer en dessous du tarif. La situation va empirer et vous allez avoir tous les 2 ans des grèves pour remettre en route le tarif au fur et à mesure. Et donc ça, c'est assez facile aussi à voir. Si vous reprenez l'ouvrage de Popren et vous avez la suite de toutes les grèves, alors là, vous en avez tout un paquet régulièrement de grèves pour ce tarif. Alors, très rapidement peut-être sur la disparition. En fait, la grande époque des tisserands, pour moi, c'est tisserand à la cave, c'est 1840-1860. Parce qu'en fait, en 1865, va apparaître dans le Choletais le tissage mécanique. Et donc, le tissage mécanique, c'est simple. Ce repris de Hardouin du Mazet, avec le tissage mécanique, on produit 3 fois plus, tout en employant un personnel 3 fois moindre. Et donc, ce phénomène-là va fonctionner. L'année 1865, ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est la crise du coton, la guerre de sécession, la famine du coton, ça permet de réorganiser un peu tout le monde. Les ouvriers à la cave en 1865 vont faire une grève express qui ne sera pas trop contrôlable parce qu'en 1864, l'année d'avant, on a aboli le délit de grève. Donc c'est une grève assez surprenante où tous les tisserands de la région vont démonter le métier et le ramener en disant on ne veut pas travailler. Et je pense que c'est aussi une réponse au début d'apparition des métiers à tisser. Alors les métiers à tisser travaillent plus vite, mais en fait, ce n'est pas la même clientèle. C'est aussi l'époque de l'apparition des grands magasins. Et les grands magasins, c'est de grandes quantités de tissus. On ne raisonne pas dans l'incertitude, on a des certitudes sur la production ou au moins des probabilités. Donc on est capable d'investir dans les machines puisqu'on a une production, une consommation qui est à peu près certaine. Et je pense que la mécanisation du tissage dans pas mal de régions, c'est lié à la question des débouchés. Pas forcément à la question de l'efficacité économique et tout. On pouvait se contenter du travail des tisserands d'un point de vue prix, puisqu'on ne les payait pas cher. Mais là, la mentalité n'est plus la même. Alors, la disparition, c'est aussi un phénomène assez étonnant. En 1883, donc un peu avant la loi sur les syndicats, il y a une chambre syndicale des ouvriers textiles et parties similaires qui va s'installer à Cholet. Son problème, obtenir un tarif. Ça va réunir les ouvriers à la cave et les ouvriers à l'usine. Okay. Leur problème, c'est de trouver quelqu'un en face qui soit capable de signer pour avoir un tarif collectif. Donc il va y avoir une chambre syndicale des fabricants de Cholet qui va avoir une existence éphémère et qui va fonctionner avec des hauts et des bas, parce qu'à partir du moment où un tarif était signé, il y avait un fabricant qui disait « moi je ne suis plus adhérent de la chambre syndicale, donc je n'applique pas le tarif ». Donc ça c'était classique, ça durait. Et puis en 1887, plus compliqué, la chambre syndicale des tisserands se scinde en 2 et se monte une union syndicale des tisserands à la main. C'est-à-dire d'un côté tisserands à la main, de l'autre côté ouvriers textiles, majoritairement usines, mais aussi des tisserands à la main. Et de leur côté, les employeurs vont créer un syndicat des fabricants tisseurs à la mécanique. Donc à la même époque, 1887, c'est une grande grève locale et importante. Et ce qui va se jouer dans cette grève, c'est que les tisserands à la main vont dire, certains vont dire, nous, on n'est pas concernés par les règlements d'usine, c'est pas notre truc, nous, on est sur un autre monde. Simplement, les tarifs d'usine et les tarifs de la mécanique, c'est un peu le même, on veut le même principe, c'est-à-dire une fixation.
Hein. Ce n'est pas forcément les mêmes produits, mais on intègre tout le monde dans le tarif, même si c'est travail à la main ou travail à la mécanique. Ça va donner quelque chose d'assez fabuleux, 1897. Alors moi, je trouve que les Choletais ne sont pas assez fiers de ça. Un des legs des tisserands, c'est eux qui ont inventé la première convention collective de France. En 1897, lassés de voir toujours des patrons qui refusaient d'appliquer le tarif, ils ont réussi à les faire condamner, à faire reconnaître en droit que le contrat collectif était plus fort que le contrat individuel. Donc c'est la hiérarchie des normes, elle a été inventée à Cholet. Et cette histoire-là est assez importante parce qu'on la retrouve à l'époque, elle a été oubliée, il y a un historien qui l'a ressorti il n'y a pas très longtemps. Et en fait, le 12 février 1897, un tarif collectif, aujourd'hui, est considéré comme valable. Ça a été souvent oublié, mais malheureusement, en 1897, ou heureusement, je n'en sais rien, moi j'appelle ça la fin du métier au moment de ces grèves, on s'est aperçu d'une anomalie. Donc ça, c'est les statistiques du ministère du Travail de l'époque, ce n'est pas exactement ce nom-là. Donc les 7 tissages de coton de Cholet, etc., occupés au mois de février tant de personnes. Un tarif uniforme avait été établi en 1888 et les différents patrons de cette époque y avaient adhéré. En 1889, donc un peu avant, M. Bouet, donc, qui a été un des maires de Cholet, avait installé à Cholet un tissage mécanique de coton. Ce tissage peu important ne comprenait que 4 ou 5 métiers. Les ouvriers furent payés à la journée. C'est-à-dire qu'on abandonne la pièce et on travaille à la journée. On n'a pas du tout les mêmes problèmes. Donc on ne prit pas garde au début à ce changement de mode de rémunération du travail. Peu à peu, l'établissement prospéra, le nombre de métiers s'éleva à 75, le personnel occupait à 95 ouvriers, dont 55 hommes et 40 femmes qui continuèrent à être payés à la journée. Donc lui, il dit, moi je ne veux pas le tarif. Mais c'est l'explication qui est importante. Ce fabricant s'ingéniait à trouver des modèles nouveaux, des dessins inédits pour ses étoffes. Or, en acceptant le travail aux pièces, il aurait été obligé d'afficher 48 heures à l'avance le modèle à exécuter pour fixer le tarif. Ses concurrents auraient pu en avoir connaissance et lui faire perdre en fabriquant en même temps tout le bénéfice de ses recherches. Et les autres ont suivi. En fait, on est passé du travail à la pièce au travail au temps. Et en passant du travail au temps, moi j'appelle ça la fin du métier, puisqu'on n'est plus sur la pièce exacte, on est sur un temps de travail, c'est le temps qui commande le travail, ce n'est pas la pièce qui commande le travail. Et pour moi, c'est la fin du métier. Les tisserands à la cave vont durer. Donc toute cette époque-là, de 1870-1880 jusqu'à 1910, c'est une époque très difficile parce que les tisserands à la cave vont péricliter et puis très durement touchés. On va y revenir, donc je pense une époque très de misère. Le tissage mécanique va se concentrer sur les villes, Cholet, et dans les campagnes, on a fait ce qu'on a pu. Le tissage mécanique va engendrer le linge de maison, la confection, et la chaussure arrivera plus tardivement, donc dans les débuts du 1900 et un peu avant, mais difficilement, pour reprendre l'activité dans les campagnes. Mais ça ne sera pas sur une grande époque de misère dans les villes. Alors sur cette misère, il y a une nouvelle que j'ai trouvée, c'est une belle nouvelle, je trouve qu'elle devrait être éditée. C'est un monsieur Henri Cormot, qui doit être originaire de Beaupro, qui a dû être imprimeur dans le nord du département par la suite, qui s'appelle Peine à vivre. C'est tout simple, ça tient sur une page et demie, mais je crois qu'il y a plein de choses dedans. C'est un tisserand qui est amoureux et qui va demander sa belle au père, je ne sais plus le nom, le père Sauvage. Et le père Sauvage lui dit, moi je ne te donne pas ma fille, mon gars, ce serait donc pour faire des malheureux. C'est écrit en 1894. Et en fait, le tisserand va rentrer chez lui. Et donc, moi, j'entends plein de choses dans la nouvelle, mais bon, c'est une autre façon de faire l'histoire. Va avoir toute sa peine parce que bon, tous ses espoirs sont. Il va longer l'usine de tissage mécanique où il entendra le bruit des mécaniques. Il va rentrer chez lui, mais bon, dans sa peine, et il va, songer au temps ancien où les tissages à main étaient dominants et tout, et fonctionnaient bien. Il va entendre aussi, dans le lointain, dans le quartier, il va entendre des tissages à bras qui tournent encore, mais à quel prix? Évidemment, c'est la misère, parce qu'il faut survivre. Et puis, il va entendre aussi le bruit des pièces de monnaie dans sa poche, qui lui permettent d'aller au cabaret. Je crois qu'il y a une sorte de délitement social qui va se faire sur ces personnages-là. Si vous allez dans les comptes rendus, les délibérations des conseils municipaux des communes,
ils passent leur temps à gérer les cas sociaux pour trouver de l'argent auprès de la préfecture, pour entretenir des communes comme la Tourlandry, les Gardes ou la Tessoile. C'est une catastrophe, quoi. Les gens sont perdus. Et bon, ça s'entend aussi dans le livre Les Noëllais de René Bazin. Il y a l'histoire du tisserand qui passe son temps à la cave. Sa fille est exemplaire. Bon, son père est un mauvais personnage parce que il travaille pas ou travaille peu, mais je pense que c'est un peu la fin. Et puis il y a eu un petit ouvrage que j'avais lu il y a longtemps qui s'appelait Marie-Jeanne du Tisserand, qui racontait ça aussi à sa façon, hein, qui est un ouvrage sympathique, mais pas forcément argumenté historiquement, mais c'est sur le phénomène. Par contre, Peine à vivre de Henri Cormot, c'est bien écrit et c'est facile à lire, 1 page et demie dans le bulletin et c'est là, c'est sur Gallica, hein, si vous voulez. Et en fait, cette disparition, c'est quoi ? On a vu toute cette époque-là comme un folklore, les cartes postales. C'est l'Anjou pittoresque, quoi. Maintenant, c'est devenu un monde un peu bizarre. Ça explique aussi dans la tête des gens, je crois, et des têtes des locaux, l'abandon du... l'image des tisserands en a pris un coup, parce que ça a quand même été une époque difficile, de misère. Et même si, à cette époque-là, on a lancé le mouchoir de Cholet, mouchoir rouge avec la chanson, le mouchoir, il ne fait pas du tout référence à la production. Il fait référence aux guerres de Vendée. Vous n'avez pas. Alors, par contre, si vous allez sur le mouchoir de Cambrai, un autre concurrent, à l'époque, le mouchoir de Cambrai se vante de sa production. Cholet, on a occulté, on a séparé un peu tout ça. Et pour conclure et ouvrir, alors ça, c'était un clin d'œil pour les amis des Mauges. Il y a une querelle sur l'identité des Mauges qui fonctionne. C'est un marronnier chez les journalistes, à savoir, ils ont une identité propre sur les Mauges, etc. Et tout. Donc, il y a eu un article du Monde il y a 1 an, et là, ils l'ont très mal pris dans la région. Et en gros, le problème, c'est savoir à quoi tient cette identité des Mauges, sous-entendu des gens travailleurs, sérieux, disons, toujours au travail, un peu, peu consommateurs. Il y a une explication qui est toujours donnée, c'est la guerre de Vendée. Mais peut-être que la vraie explication, ou une autre explication, ça serait sans doute les tisserands. C'est un peu la thèse que je défends. Je sais que les Cahiers des Mauges, ils veulent faire quelque chose là-dessus, parce que ça les travaille, ça, cette idée d'où il vient cet esprit local. Je dis toujours, moi, la guerre de Vendée, c'est 5 ans. Les tisserands, c'est 2 siècles et demi. Mais c'est juste une interprétation. Alors c'est une des causes, hein, c'est pas forcément principal. Et puis l'intérêt aussi de l'étude des tisserands, c'est on voit apparaître les mouvements Uber, les mouvements d'auto-entrepreneurs, et ces mouvements-là retrouvent toute la problématique des tisserands. Et donc, je sais qu'il y a des choses que j'aurais dites il y a 30 ans que je ne peux plus dire, parce que ça nous a obligés à regarder un peu comment ça fonctionnait à partir de nos problèmes actuels. Donc, ces désaffiliations par rapport au travail, la polyactivité, les slashers, etc. et tout, ça permet de relire l'histoire d'une autre façon. Donc, on peut la tirer de ce côté-là, mais on peut la tirer d'un autre côté que j'aime bien, moi. Donc, c'est un texte que j'ai trouvé en février dans le journal La Croix. C'est au sujet d'André Gors, un des économistes que j'apprécie beaucoup. Et c'est quelqu'un qui disait ça à son propos. Il s'est beaucoup intéressé aux tisserands. Il disait que quand leur métier est sorti des maisons pour entrer dans les usines, cela a modifié le travail même de tisserand. Lorsqu'il travaillait chez lui, l'ouvrier artisan était maître de sa journée. Son métier tenait tout autant du mode de vie que du gagne-pain. Lorsqu'il n'y avait pas de travail, la vie s'organisait autour d'autres occupations. Les tisserands ont d'ailleurs eu beaucoup de mal à s'adapter. Au début, ils ne voulaient tisser que le temps de dégager l'argent dont ils avaient besoin pour vivre. Or, la logique de rationalité économique pousse à ce que l'on travaille davantage pour produire plus et gagner plus. Et vous entendez ça aussi dans Michelet. Si vous reprenez Le Peuple, vous avez un passage qui est très beau quand il explique le chant des tisserands, pourquoi les tisserands chantent dans leur cave alors qu'à l'usine, personne ne chante. Et ça, c'est aussi une mythologie peut-être du tisserand que j'ai, j'en sais rien, mais c'est aussi une autre approche qu'on peut avoir de ce monde-là, qui malheureusement est oubliée. Et peut-être que les généalogistes, ils pourraient beaucoup, beaucoup aider en reconstituant des vies, en revoyant toutes ces transitions qu'on ne sait pas encore analyser, parce que personne, je crois, s'est penché sur la question. Donc voilà. Merci de votre attention. Et puis pour finir, je voudrais remercier aussi quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelait Gustave Bourreau. Voilà. Merci. Oui,
Bon, je me suis rien cassé. Bien, alors, écoutez, une conférence absolument passionnante. Il y a peut-être des questions qui vous titillent. Monsieur Perrichon. Par rapport à l'utilisation de certains produits, donc des mouchoirs par exemple, dans le commerce des esclaves, les fabricants, disons, vendaient ces mouchoirs à des négociants de Nantes, j'imagine, ou des ports. Alors, les cargaisons qui partaient pour l'Afrique, je crois que c'est 70 ou 80% de textiles, enfin c'est beaucoup de textiles, plus de la moitié. Donc le textile était récupéré sur les arrière-pays, mais ça pouvait aller récupérer des textiles en Normandie, y compris même sur l'Allemagne et d'autres régions. Cholet fournissait pour le textile. On trouve dans les descriptifs de bateaux qui partent pour l'Afrique en ligne directe, on trouve des mentions des mouchoirs de Cholet, assez souvent. Alors, le mécanisme, il y en a un que moi je connais un petit peu, c'est Lecoq, l'un des premiers maires de Cholet, ou le premier maire de Cholet, qui travaillait pour ça. En fait, c'était surtout du lin qu'il faisait transiter. Il travaillait avec Le Havre. Alors, mon explication sur Nantes, c'est Nantes avait quand même un régime, la Bretagne avait un régime particulier par rapport à l'Anjou. Il y avait sans doute du trafic, mais pour moi, les mouchoirs partaient plutôt vers le Niort et Angoulême, retransitaient beaucoup sur La Rochelle et sans doute sur Bordeaux, parce qu'il y a une tradition aussi d'étoiles qu'on emmenait vers l'Amérique du Sud par Cadix. Donc on partait plutôt au sud. Mais c'est juste une hypothèse. Vous avez un autre exemple, les Cambons. Donc Cambon a été ministre des Finances, entre guillemets, sous Robespierre. Donc les Cambons viennent de Montpellier. Mais les Cambons avaient un comptoir à Cholet, donc le jeune Cambon, troisième maire de Cholet en fait, le frère du conventionnel régicide. Ils avaient aussi un autre frère qui était à Bordeaux, et je pense qu'ils trafiquaient entre Cholet, donc le coton venant par Montpellier remontait sur Cholet, était rajouté dans les produits en lin et était commercialisé par Bordeaux. C'est pour ça que je penche plutôt vers Bordeaux et vers La Rochelle. Puis il y a aussi un domaine qu'on connaît mal, c'est tout ce qui est cabotage. Les Sables d'Olonne, je pense que ça, on oubliait tous les problèmes de transport. Mais c'est juste une hypothèse. D'autres questions ? Oui, sur les guerres de Vendée. En fait, en simplifiant, toute la partie ouest de la France, Bretagne, Maine, Normandie, Cholet, travaillait pour l'économie atlantique. Ce qu'on appelle l'économie atlantique, c'est les Antilles, Haïti, le trafic négrier. Tout ce trafic-là est tombé avec la révolte d'Haïti, parce qu'il y a beaucoup de liens sur la région d'Anjou et sur la région de Nantes avec Haïti. Donc tout ce trafic est tombé. La Bretagne n'y a pas survécu. Simplement pour des raisons politiques, l'État, Napoléon, a mis de l'argent pour relancer la fabrique Choltès. C'était une condition de pacification. C'est ce qu'ils appellent la Société des 11. Il y a 11 associés qui ont bénéficié d'un prêt. Et ce prêt a relancé la fabrication dans la région. Et c'est comme ça que la région est restée, la région de Cholet est restée a conservé une activité textile, alors que toute la Bretagne a périclité. Et en fait, alors ça aussi, moi je dis toujours, c'est un peu le péché originel du textile choletais. Ils revendiquent à chaque fois, on s'est toujours sauvé tout seul. En fait, c'est pas vrai. S'ils n'avaient pas eu ce prêt, je ne pense pas que ça aurait duré. C'est quand même quelque chose d'assez surprenant, quoi, cette histoire. Et ça a bien marché, et donc c'est reparti. Mais ça reste quelque chose d'anonyme. Le textile, il va partir à l'Est.
il va partir vers la Belgique, va partir vers le nord ou vers l'Alsace. Mais en fait, c'est cette société-là qui a tenu et qui a fonctionné. Beaucoup de républicains dans cette société, pas des royalistes. Mais pour intérêt politique, pour intérêt de recomposition économique, politique et sociale, on a mis des sous. L'État a mis de l'argent. Voilà. Alors, vous connaissez Cholet ou pas? Pas du tout. Parce que Cholet, je crois, l'été organisait des visites, donc avec des quartiers tisserands. Mais si il y a Malièvre, par exemple, qui est un petit village, Malièvre sur la Sèvre, qui est un petit village de tisserands. Et autrement, ça serait de vous dire, dans certaines zones, vous avez des quartiers complets. Quasiment, c'est facile à repérer. C'est des alignements de maisons identiques ou pré-identiques. Voilà. À Coron, il y en a encore, c'est vrai, oui. Coron, il y en a un peu partout. Hein. Si vous allez à Villedieu-la-Blouère, si vous allez à Chemillé, vous avez des quartiers complets. Hein. Il suffit de... À Chemillé, vous en verrez ces maisons-là, oui. Et si vous y intéressez, il y a toutes les enquêtes de la fin 19e sur les maisons de Cholet. C'est dans le bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Cholet. Et c'est disponible sur Gallica. Vous regardez, il y a les descriptifs complets. Il y a plein de renseignements sur la vie de fin 19e. En fait, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour en trouver des maisons de tisserands. Il suffit d'aller rue de l'Homo, c'est-à-dire vous remontez vers la place de la Paix et vous allez trouver la rue de l'Homo où vous avez 2 très belles maisons de tisserands. Il y a vraiment toute une... tu les connais, non? Alors, c'est à 5 minutes. 5 minutes d'ici. Vous avez toute une rue où on a des maisons de tisserands qui sont très caractéristiques. On voit très bien qu'il y a la cave dans laquelle on travaillait. Autre, oui. C'est une petite question technique. Je fais de la généalogie sur Androsé, beaucoup. Et il y a beaucoup de femmes dans le 19e qui sont dévideuses. Et peu de dévideurs. J'ai jamais vu un dévideur non plus. Est-ce que vous pouvez... On a vu une carte postale où c'était marqué dévideuse, j'ai vu, ouais. J'ai vu des fois des tisserands dans les registres. Alors la dévideuse, en fait, le travail de la dévideuse, c'est celle qui va prendre des fils, il va les mettre sur une petite palette qui sera introduite dans la navette. Pardon. Oui, la dévideuse, alors ça s'appelle les épaules aussi localement, je crois, il y a ce terme-là. Ça consiste juste à prendre les fils, à les mettre donc, sur un petit tube qui sera à l'intérieur de la navette. Et donc, c'est une sorte de rouet qui va fonctionner. Et ce fil va se défaire quand la navette passe et faire donc le fil de trame, oui c'est ça, et revenir, quoi. Et donc, ce travail de dévideuse, c'était souvent la femme ou les enfants qui faisaient ça. Et ce travail-là, alors ça c'est toujours surprenant, c'est quand ils payent la pièce, c'est tant pour la pièce et tant pour la dévideuse. Et donc, ils isolaient ce travail. Je pense parce qu'on ne faisait pas un prix global, on faisait valoriser. Parce qu'éventuellement, on trouve aussi des dévideuses à leur compte. Et donc, il y a des procès aussi au prud'homme où la dévideuse va attaquer un tisserand parce qu'elle n'a pas été payée de son travail de dévidage. Mais ça fait partie du travail collectif de la toile, mais c'est quand même isolé, quoi. C'est un peu particulier. Qui veut poser une question? Bon, je prends le micro. Oui, une question que je t'ai déjà posée dans le passé. C'était un vieux prêtre que j'ai entendu dans les années 50, donc ça date maintenant, qui était d'une famille qui avait fabriqué des mouchoirs dans son enfance. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait donc avoir connu ça, mettons, au début du fin 19e. Alors, je ne sais plus s'il parlait de 13 à la douzaine ou de 12e mouchoir, c'est-à-dire qu'il disait que
on donnait à sa famille de quoi fabriquer, alors mettons 11 mouchoirs, et il en fabriquait, enfin 12 mouchoirs, et on leur laissait le 12e mouchoir, ou qu'on leur laissait un 13e mouchoir. Je ne sais plus, mais il y avait une histoire comme ça de fraction. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples de ça ou... Merci. Ça pourrait s'envisager, hein, je pense. Je suis toujours sur la remarque, là, pourquoi on paye en espèces selon la quantité. Mais ça, on le lit. Bon, maintenant, je n'ai pas trouvé d'explication. Donc l'histoire du mouchoir, c'est plausible. Hein. Bon, après tout, c'est une façon de payer. Ça permet de payer moins cher en espèces, et puisque... bon, je ne sais pas. Je n'ai pas d'autres explications. Ça marche. On va peut-être arrêter maintenant la discussion. Éventuellement, moi, je propose à ceux qui ne connaissent pas la rue de l'Homo d'aller leur montrer parce que c'est vraiment tout près. Il y a la Tourlanderie, il y a une maison dans son jus aussi. Ah oui. Il y a plein d'endroits. Oui, mais on va aller voir la rue de l'Homo.